Chapitre 9. L'après-midi du 12 et la journée du 13 septembre, Higgins mena une enquête aussi méticuleuse que discrète sur l'avocat, qui avait été appréhendé lors des 2 meurtres. Il interrogea de nombreuses personnes appartenant à l'entourage professionnel de Montague Fitworth et récolta une moisson de renseignements. L'avocat était célibataire. Il menait une vie des plus tranquilles et des plus régulières. Arrivait tôt le matin à son bureau et en repartait après ses employés. Sa réputation était excellente. On le considérait comme un bon avocat d'affaires, capable de traiter les dossiers les plus compliqués. Sa clientèle était aussi nombreuse que fortunée. Bref, un portrait si parfait que Higgins le trouva plutôt louche. Aussi sollicita-t-il un rendez-vous auprès du seul homme qui pouvait connaître le dessous des cartes, son ami Watson B. Petticoat, l'une des têtes pensantes de la Banque d'Angleterre. Il faisait partie de l'association archéologique fondée par Higgins, que Mary, à juste titre, soupçonnait de n'être pas entièrement vouée à l'étude des fossiles et des pieds de chaises alexandrins. Watson B. Petticoat reçut Higgins dans un somptueux bureau, dont les meubles étaient en bois des îles, rappelant la splendeur de l'Empire britannique, si vaste que le soleil ne s'y couchait pas. Au pied d'une grande lampe en bronze, elle représentait un lion qui, marchant, soutenait le globe. Un calendrier donnait la date, 14 septembre. Watson B. Petticoat, relation obligée du Premier ministre et des personnages les plus influents du Royaume-Uni, ressemblait à Sherlock Holmes. En vérité, il regrettait d'avoir suivi la carrière de banquier et se passionnait pour les affaires criminelles auxquelles Higgins lui permettait de participer, ne fût-ce que du bout de l'ongle. « Heureux de te voir, Higgins. Enfin un peu d'animation dans la grisaille de l'existence. De quels renseignements confidentiels as-tu besoin? Connais-tu un certain Montague Fitworth? C'est un célèbre avocat d'affaires. Bonne réputation, fortune raisonnable, discret, efficace. Tout cela, je le sais déjà. L'as-tu rencontré? Quelquefois dans des dîners mondains. Comment le décrirais-tu? » Watson B. Petticoat parut embarrassé. « Eh bien, il est presque impossible à décrire. Il a des petites moustaches et porte des lunettes qu'il ôte sans cesse. À part cela, il est terne et insipide. Si terne et si insipide qu'on pourrait le croiser dans la rue sans le remarquer. » Le banquier évoquait l'avocat en des termes presque équivalents à ceux qu'avait utilisés Annabella. « Ne connaîtrais-tu pas quelques anecdotes plus privées ?» Watson B. Petticoat décrocha son téléphone. « Moi non, mais j'appelle quelqu'un qui sait tout sur les avocats honnêtes. » Le banquier patienta quelques minutes. Son correspondant consultait des fiches. La conversation fut très brève. « Si tu veux lever le voile sur le passé de Montague Fitworth, annonça-t-il à Higgins, va à Oxford et consulte le docteur Baldwin. » De la City, l'ex-inspecteur-chef se rendit à Petticoat Market, non loin de la Tamise, où se tenait le plus populaire des marchés de la capitale. Des camelots à l'inépuisable bagout y vendèrent des chaussures, des fripes, des vêtements en cuir. L'accent cockney régnait en maître absolu. À Petticoat Market, on faisait encore de bonnes affaires, à condition de discuter les prix et de savoir discerner le bon grain de livret. Higgins se glissa entre les rangs d'une foule bariolée où circulaient des Indiens et des Chinois. Il se dirigea vers un immeuble en briques rouges, aux petites fenêtres à guillotine, au pied duquel des peintres avaient coutume d'exposer leurs œuvres. Beaucoup de toiles des plus médiocres, mais aussi 2 ou 3 créations dignes d'intérêt, notamment une vue de Petticoat Market par Walter Milford, qui, assis au pied de son chevalet, mangeait un sandwich. « Désolé de vous importuner, » dit Higgins. « Je venais admirer votre travail. » Le peintre leva des yeux étonnés. Au premier abord, il ne reconnut pas son interlocuteur. Et puis la lumière se fit dans son esprit. « Ah oui, vous êtes de Scotland Yard. C'est vous qui m'avez interrogé à Whitechapel. » Exactement. Étant amateur de peinture et sachant que Petticoat Market est un excellent lieu d'exposition tout près de Whitechapel, j'espérais vous y trouver. Je suis passé à votre atelier, mais vous étiez absent. Walter Milford abandonna son maigre repas, se leva et se débarrassa des miettes qui collaient au velours élimé de son pantalon. « Ici, on ne vend pas grand-chose, » révéla-t-il. « Mais j'aime être au contact des petites gens. Ce sont eux qui détiennent la vérité. Peindre les grands de ce monde, ça ne m'intéresse pas.
Avec leurs yeux pleins de suffisance et leur morgue, ils sont des sujets ridicules. J'aimerais voir votre atelier, monsieur Milford. Je vous préviens, c'est pire qu'un bazar. Peu importe. Comme vous voudrez. Un taxi emmena les deux hommes jusqu'à la petite rue, près du British Museum, où le peintre occupait un espace assez vaste dans un sous-sol lugubre et privé de lumière. Le terme de bazar était encore trop flatteur pour le désordre qui y régnait. Toile, chevalet, pinceau, tube plein ou vide, vieux chiffon, esquisse composaient un univers privé de meubles, à l'exception d'une paillasse sur laquelle dormait l'artiste. Un réchaud et quelques casseroles d'une propreté. Douteuse se trouvait sous une fenêtre, s'ouvrant au niveau du trottoir. Walter Milford travaillait sur plusieurs toiles à la fois. Une vieille femme passant dans la rue, un gamin jouant dans le caniveau, un pigeon sur des pavés luisants de pluie, des scènes de la vie la plus quotidienne. Rien n'est terminé, avoua l'artiste roux. Tout ça c'est mauvais, trop léché, trop maniéré, trop loin de la réalité. Encore des heures de travail en perspective. Si je ne m'abuse, le décor choisi est toujours le quartier de Whitechapel. Exact, inspecteur. Je vous fais chauffer du thé? Ne vous donnez pas cette peine. Monsieur Milford, pourquoi tant de fidélité à un même endroit? Parce que Whitechapel révèle les êtres tels qu'ils sont, ils y souffrent, y ont faim, luttent pour survivre. Ce n'est plus la misère d'autrefois, mais on n'en est pas très loin. Pour moi, c'est le lieu le plus authentique de la Terre. Si j'arrive un jour à peindre correctement, c'est à Whitechapel que je le devrai. Pourquoi ne pas y habiter? Je ne veux pas m'y habituer. Quand je m'y rends, c'est comme un voyage, une découverte. Higgins s'assit sur une caisse en bois. Pour moi, monsieur Milford, vous êtes un homme précieux. Un peintre est forcément un excellent observateur. Je suis certain que vous avez noté, même inconsciemment, un détail qui pourrait me conduire jusqu'à l'assassin. Observateur, répéta l'artiste, une nuance d'ironie dans la voix. J'aimerais bien le devenir. Mais je crois que le sujet du tableau que je peins est encore beaucoup trop fort pour moi. Il me domine, il me prend mon regard. Je ne vois plus rien d'autre que les couleurs, les lignes qui s'entrecroisent. Saleté de peinture, elle me dévore. Walter Milford donna un coup de pied dans une casserole qui acheva sa course contre un mur lépreux. Quand vous vous promenez dans les rues de Whitechapel, poursuivit Higgins avec calme, vous regardez autour de vous. Justement pas, inspecteur. Je ne regarde qu'en moi-même. Je ne parviens pas à m'extraire de mon univers. J'attends que quelque chose me frappe. Une couleur, une odeur, une sensation, un bruit. Alors, je m'arrête, j'installe mon chevalet et je peins. Whitechapel ne m'a jamais déçu. À chaque fois que j'y vais, il me donne une source d'inspiration. Bien que cet atelier ne fût pas le temple de l'ordre et de la propreté, il ne déplaisait pas à Higgins. Comme le lui avait enseigné l'un de ses maîtres orientaux, un bureau trop bien rangé est un endroit où l'on ne travaille pas. Un artiste sans talent aurait sans doute consacré davantage de temps à ranger ses pinceaux et ses toiles. Vous avez fait le portrait de Jenny, la seconde victime de l'assassin, rappela l'ex-inspecteur-chef. Jusqu'à la conclusion de l'enquête, le Yard est obligé de le conserver. Jetez-le, recommanda le peintre. Il ne vaut rien. Vous êtes trop sévère, estima Higgins. Combien de portraits de femmes légères avez-vous entrepris? Un bon nombre. Je connais bien ces filles. Certaines sont stupides, d'autres simplement vénales, d'autres sympathiques. Toutes ont été frappées par un malheur. À l'occasion, je tente d'exprimer leur âme. Vous voulez voir de vieilles toiles? Bien sûr. Walter Milford déplaça des cartons, remua de la poussière et montra à l'homme du Yard des gouaches et des peintures à l'huile. Représentant des prostituées de Whitechapel, les portraits étaient d'inégale qualité. Je ne me souviens même plus de leurs noms. Certaines aiment poser, d'autres non. De quoi parlez-vous avec elles? De rien, inspecteur. Quand je travaille, j'exige le silence. Les plus excitées de ces dames ne s'en accommodent pas. Alors, elles s'en vont. C'est pourquoi certains de ces portraits sont à jamais inachevés. Pardonnez-moi de vous importuner, monsieur Milford, mais quelques-unes ne sont-elles pas devenues pour vous un peu plus que des modèles? Le peintre rejeta en arrière ses cheveux roux. C'est arrivé plus d'une fois. Elles m'invitent à dîner, si le portrait leur plaît. Parfois, je reste un peu plus longtemps.
Parfois aussi je m'en vais, même si leurs propositions sont alléchantes. Je suis un peu cabochard, vous savez. Je n'aime pas me sentir prisonnier. Lisbeth et Jenny, les deux victimes, étaient-elles de vos maîtresses, même d'une nuit? Ni l'une ni l'autre, inspecteur. Higgins fit quelques pas dans l'atelier, puis se dirigea vers la porte. Je vous souhaite bonne chance, monsieur Milford. En consultant l'annuaire des galeries de peinture, Higgins s'aperçut que Walter Milford avait obtenu une exposition qui se terminait le jour même. Aussi s'y rendit-il sans plus tarder. Un peu perdu dans le périmètre de la cathédrale Saint-Paul, la galerie n'avait rien de reluisant. Quand Higgins prononça les mots « Scotland Yard », où la propriétaire, une vieille dame aux cheveux blancs, défailla. L'ex-inspecteur-chef l'aida à s'asseoir et la réconforta. « Rassurez-vous, vous n'êtes accusé d'aucun délit. Je venais simplement admirer les œuvres de Walter Milford. » Hein? Pourquoi lui? J'expose 10 jeunes artistes de talent. Il n'est pas nul, mais ce n'est pas le meilleur. Lancer des jeunes, aujourd'hui, c'est presque impossible. On vend peu et pas cher. S'ils deviennent célèbres, ils vous lâchent et partent dans d'autres galeries. D'après vous, Walter Milford aurait-il une chance d'accéder à la notoriété? Il faudra du temps, mais pourquoi pas? On a vu plus laid, ces tableaux sont au fond de la galerie. Si vous souhaitez en acheter un, ne vous gênez pas. Il y avait 3 Walter Milford, des toiles de dimension moyenne, particulièrement mal éclairées. Il s'agissait de natures mortes, coupes de pêche, de poires et de pommes. La matière parut à Higgins très granuleuse, d'une épaisseur inhabituelle. S'assurant que la propriétaire de la galerie ne le surveillait pas, il passa le doigt sur les pommes. À sa grande surprise, il s'aperçut qu'une peau de fruit, aux gommes momifiées, avait été noyée dans la peinture. La même technique avait été utilisée pour les autres tableaux, dont les couleurs restituaient fidèlement celles des modèles. Higgins, qui se sentait plus proche de la grande peinture chinoise classique ou de Fra Angelico, n'apprécia que modérément cette esthétique un peu trop alimentaire à son goût. « Avez-vous vendu beaucoup de Milford ?» demanda-t-il à la propriétaire de la galerie. « Des bananes et des cerises. Il avait trouvé un bon filon, à mon avis. Mais il n'a pas voulu continuer. Quand les clients ont su qu'il ne ferait pas la série complète des fruits et légumes, ils ont abandonné. Un collectionneur sait ce qu'il veut. J'ai tenté de persuader Walter de persévérer dans cette voie, mais il est têtu comme une bourrique. Avez-vous ce qu'il peint à présent? Des sujets de genre, dans le style réaliste. Ce n'est pas la mode, mais ça reviendra. Il a un peu d'argent devant lui. S'il tient quelques années, il aura la petite célébrité dont il rêve. Je crois que j'ai ferré un bon poisson pour lui, hein. Français qui s'occupe des halles à Paris. Je lui ai déjà vendu n'importe quoi. Si je peux le persuader que les 3 derniers fruits de Milford sont des placements, nous ferons un joli petit bénéfice, Walter et moi. Les Français n'ont aucun goût. C'est notre chance. Quand Higgins sortit de la galerie, le brouillard envahit les rues de Londres. La circulation se ralentit. L'ex-inspecteur-chef se rendit à pied à Scotland Yard, où Scott Marlowe sombrait sous une masse de paperasses, de rapports, de notes d'information et de demandes de recherche en tout genre. Le superintendant était cloué à son bureau depuis de nombreuses heures. Jusqu'à présent, ses investigations ne lui avaient pas procuré le moindre indice. Le rapport que lui transmit oralement Higgins ne lui remonta pas le moral. « Quel est votre programme demain ?»« Je me rends à Oxford. » Scott Marlowe n'en crut pas ses oreilles. Qui avait pu convaincre un ancien étudiant de Cambridge, tel que Higgins, de passer chez l'ennemi héréditaire?